Entre 50 et 64 ans, d'après une étude rendue, c'est un ouvrier du bâtiment sur 2 qui n'est ni en emploi ni en retraite chez les non qualifiés. C'est un salarié de l'industrie agroalimentaire sur 3. C'est un manutentionnaire sur 4. C'est un agent d'entretien sur 3. C'est une aide à domicile sur 5. Ce sont des métiers où, de manière massive, on n'arrive pas à aller jusqu'à l'âge de la retraite, déjà quand c'est à 60 ans, 62 ans, mais 64 ans, ça va être encore pire. Par exemple, moi, j'aimerais bien avoir une discussion avec votre patron. Avec Monsieur Bouygues, est-ce qu'il pense qu'un maçon, est-ce qu'il pense qu'un couvreur, est-ce qu'il pense qu'un zingueur, est-ce qu'il pense qu'un charpentier dans l'entreprise Bouygues, mais aussi dans les sous-traitants, va pouvoir aller facilement jusqu'à 64 ans. Vous le savez, François. Qu'est-ce qui apparaît en 1984 quand on interroge les salariés? Il apparaît que 12% des salariés disent qu'ils subissent une triple contrainte physique, c'est-à-dire porter des charges lourdes, se baisser régulièrement. Aujourd'hui, on peut se dire, après 40 ans de robotique, d'informatique, de numérique, tout ça va s'être allégé. À l'inverse, on est passé à 34%. Et il en est de même pour les contraintes psychiques. Quand on demande aux gens, est-ce qu'en 1984, ils devaient remplir leurs tâches dans l'heure, avoir plusieurs tâches à faire en même temps, et ainsi de suite, il y avait 6% des salariés qui subissaient une contrainte psychique à l'époque. Aujourd'hui, c'est 35%. C'est devenu, sur les contraintes physiques, plus de 63% chez les ouvriers. Si on comprend pas qu'aujourd'hui, la France qui se réveille, c'est la France qui manifeste, la France qui dit non, 7 Français sur 10 qui disent non à cette réforme, 9 salariés sur 10 qui disent non à cette réforme. Pourquoi? Parce que c'est une France qui se lève tôt, qui va au boulot et qui a mal au dos. Ce que je viens vous dire, c'est que ce sont des secteurs entiers où les gens sont à la peine. Ce sont ceux qu'on appelait les travailleurs de la deuxième ligne. C'est ceux à qui Emmanuel Macron avait promu reconnaissance et rémunération. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'ils ont eu ces 5 millions de travailleurs qui ont tenu le pays debout dans les industries agroalimentaires, chez les manutentionnaires, qui ont mis les produits dans les supermarchés, qui sont allés s'occuper des personnes âgées, qui sont aides-soignants? Est-ce que ces personnes-là ont eu le droit à la moindre rémunération, à la moindre reconnaissance? Non. Au contraire, la première peine, c'est qu'ils ont eu leurs salaires qui ont été rognés par l'inflation. Et la deuxième peine, laquelle on assiste, c'est que c'est eux qui vont porter le plus lourdement les 2 années supplémentaires. Il faut comprendre ça, cette immense injustice qui est ressentie par les gens, qui explique que tous les syndicats sont unis, qui explique qu'il y a des millions de Français qui disent non, et qui explique qu'il y a 93% des salariés qui vivent ça comme une injustice. Je veux parler au nom de mon pays. On a besoin d'une France au travail. On a besoin de redresser notre pays quand on voit que l'hôpital va mal, que l'école va mal, que le rail va mal, que les réacteurs nucléaires, pour un certain nombre, sont à l'arrêt, qu'on a une pénurie de médicaments. On a besoin de reconstruire notre pays. Ça demande du travail. Mais comment on va donner envie aux gens de travailler si jamais ils ne se sentent pas respectés? Or, aujourd'hui, ils ne se sentent pas respectés sur les salaires, parce que l'inflation est venue rogner tout ça alors qu'ils n'étaient déjà pas élevés. Ils ne se sentent pas respectés sur le statut parce qu'on leur propose des bouts de boulot et non pas de véritables métiers. Et enfin, ils ne se sentent pas reconnus quand on décale de 2 ans le temps de départ à la retraite. On va parler du partage de la valeur dans un instant. Tous ces travailleurs que j'ai énoncés ont besoin de reconnaissance. Vous savez, le mot bienveillance qui était celui d'Emmanuel Macron. On va parler, aimerait François bien qu'il y ait de la bienveillance, pas seulement à l'égard totale, mais qu'il y ait de la bienveillance également à l'égard de tous ces salariés qui ont... Dans une seconde, on parle du... Bonjour François Ruffin. Bonjour. Vous étiez donc hier en séance, vous le serez encore aujourd'hui pour débattre de ce projet de réforme des retraites. Mais hier, ce que l'on retient, ce que les Français retiendront malgré tout, eh bien, c'est un débat tristement caricatural, avec des invectives, des insultes. Vous le regrettez ce matin, François Ruffin, vous le condamnez, et notamment cette déclaration de votre collègue insoumis Aurélien Saint-Houl. Il s'est lui-même excusé, preuve que ces mots ont dépassé très largement sa pensée. Mais je pense que nous, on a pour devoir d'être à la hauteur du peuple, d'être à la hauteur des Français qui sont dehors par 1, 2, 3 millions, 1, 2, 3, 4 fois, et pour lesquels il n'y a pas de heurts, il n'y a pas d'incident, il y a une espèce de colère froide qui habite le pays et qui vient dire non à cette réforme des retraites. C'est donc une faute, cette sortie, cette déclaration, cette prise de position de votre collègue. C'est ce que dit Emmanuel Bompard ce matin. Aujourd'hui, il faut qu'on parle du fond. C'est là qu'on va être bon. C'est là qu'on convainc les Français. C'est là que les Français sont avec nous. C'est sur le fond. C'est par exemple sur les 1 200 €. Quand tout le gouvernement est passé pour dire, de Franck Riester à Dussopt, à Olivier Véran, à Marlène Schiappa, tous ils sont passés sur les plateaux télé, et y compris sur ce plateau-ci. On va revenir ça va être 1 200 € sur ce pour sujet du minimum de pension, des petites retraites dans quelques instants. Mais sur cette stratégie
parlementaire, parce que vous êtes député de la France Insoumise, député dans l'opposition, on vous sait pas toujours à l'aise avec cette obstruction parlementaire qui a été affichée d'emblée par votre groupe, par votre force politique. Est-ce que, aujourd'hui, vous dites il y a un début de revirement avec moins d'amendements débattus? Moi, je ne veux pas qu'on détourne de l'essentiel. Le centre de gravité aujourd'hui du mouvement, il est dans le pays, il est dans la rue, il est dans les sondages, il est dans le cœur des gens et il n'est pas dans ce qui se passe à l'Assemblée. Mais il est très clairement, le fait qu'on ait hier supprimé 1000 amendements d'un coup, dit notre volonté d'avancer sur le texte. Pourquoi a-t-il fallu attendre plus d'une semaine de débat parlementaire alors que l'on sait que le temps est compté et qu'il reste encore beaucoup d'articles? En tout cas, j'espère que vous poserez de la même manière la question au gouvernement. Pourquoi il nous contraint aussi à débattre en 15 jours sur un projet de retraite sur lequel il va mettre 2 ans ferme et français? Pourquoi en 15 jours ça doit être bouclé? En vérité, en 9 jours de débat, pourquoi il n'ouvre pas le week-end? Pourquoi, il y a la possibilité d'étendre les débats de manière plus large. Pourquoi c'est pas fait? Mais maintenant, je veux qu'on revienne sur. Vous savez, quand je suis chez moi dans mon coin, on m'interroge pas sur combien d'amendements vous avez déposés, qu'est-ce qui s'est raconté à l'Assemblée. Non, mais on vous interroge sans doute sur le niveau des débats. Écoutez, un chiffre, François Ruffin, et puis ensuite on parlera du fond des articles. Mais en 6 ans, on a compté plus de sanctions à l'Assemblée nationale visant des députés pour des comportements que entre 1958 et 2017. Ça prouve bien, que cette Assemblée, depuis quelques années, elle n'est peut-être pas aussi digne qu'elle ne l'a été hier. Il y a des moments où on peut être plus digne. Vous savez, moi j'étais sanctionné par exemple pour le port d'un maillot de foot à la tribune de l'Assemblée nationale. Est-ce que je le regrette? Non. Est-ce que je considère que ça fait partie de ma liberté d'expression de porter, pour soutenir les clubs de football amateurs, un maillot de foot à la tribune de l'Assemblée? Je considère que ça fait partie de ma liberté. Mais qualifier un ministre, un membre du gouvernement ou un responsable politique d'assassin... On ne va pas y passer une demi-heure. Vous avez compris que je pensais que ce n'était pas une bonne chose, c'est très clair, et ça n'est pas une bonne chose parce qu'on est déjà obligé d'y passer 10 minutes ici. Alors que je vous le dis, ce qui, aujourd'hui, interroge les Français, c'est quand est-ce que je vais toucher ma retraite et combien je vais toucher. Et c'est la question que je n'ai cessé de poser hier au ministre Olivier Dussopt. Combien? Avant l'incident, justement, effectivement, François Ruffin, vous avez défendu un amendement, le 1098, très exactement, sur le montant de ce minimum des pensions. Vous demandez que des promesses soient tenues. Mais la promesse présidentielle, c'était effectivement un minimum de 1200 € pour ceux qui ont une carrière complète. Alors d'abord, il y a 3 mensonges ou bien 3 embobinements, 3 manières d'habiller la vérité chez les macronistes qui ont quand même fait le tour des plateaux télé, y compris ici, en disant 1200 €, 1200 €, 1200 €, 1200 €, tous. Dussopt, Véran, Riester, Schiappa, tous ils y sont passés avec en VRP de leur réforme. Bon, la première mensonge ou contre-vérité ou approximation, c'est que c'est 1200 € brut. C'est pas du tout la même chose. La deuxième, c'est même si le différentiel entre le brut et le net n'est pas si important. Mais d'accord, mais c'est peut-être pas important pour vous, Monsieur Fleuron, mais je peux vous dire que quelques dizaines d'euros pour les Français qui vivent de ça, c'est quelque chose de très important. Deuxième approximation, c'est une carrière complète. Troisième chose qui jusque-là n'était pas claire, c'est qu'il va falloir avoir travaillé à temps plein. Or, par exemple, quand je suis interpellé à la manifestation de jeudi dernier par des auxiliaires de vie, elles me disent « Mais nous, on a calculé, on a regardé le simulateur, ça va être 2 ans de plus, mais est-ce qu'on va avoir le droit aux 1200 €? » Eh ben non. Et même des papiers sont publiés qui disent qu'en moyenne, pour les auxiliaires de vie qui ont fait tout le travail qu'il fallait pendant la crise Covid, en moyenne, ça sera 25 € en plus. Que l'on comprenne bien, François Ruffin, vous demandez ce minimum à 1200 € pour tous, que l'on ait une carrière hachée ou une carrière complète? Je la demande en particulier pour les travailleuses... Non mais que l'on comprenne bien, est-ce que le fait d'avoir travaillé sans interruption tout au long de sa vie donne droit à 1200 € brut? Et de la même façon, le fait d'avoir eu des interruptions, un temps, par exemple, partiel, subi ou choisi... Si s'agissait que je demande quelque chose... Vous savez, pour des gens qui ont... Non, parce que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon... Monsieur Fleuron, vous n'allez pas faire les questions et les réponses. Vous me posez des questions, maintenant j'y réponds. D'accord? Si vous me demandez ce que je souhaite pour les Français, pour les Français qui ont travaillé... Pour les Français qui ont travaillé 43 années, qui ont travaillé dans le bâtiment, qui ont travaillé comme auxiliaire de vie, qui ont travaillé dans l'hôtellerie, qui ont travaillé dans tout ça, qu'est-ce que je souhaite? Bien plus de 1200 €. Je souhaite qu'ils puissent vivre dignement, je souhaite qu'ils puissent vivre avec 1500 € par exemple. Maintenant, c'est pas moi qui ai fait cette promesse-là. C'est Monsieur Macron.
Ce sont les macronistes. Donc le minimum aujourd'hui, puisqu'ils ont les chiffres, c'est que M. Dussopt sorte les chiffres. C'est qu'ils viennent dire aux Français, aux parlementaires en particulier, mais à tous les Français, combien de personnes vont être revalorisées? De combien vont-ils être revalorisés? Est-ce que, comme le dit l'Institut des politiques publiques, ça va être de 35 € en moyenne? C'est-à-dire, excusez-moi, mais des cacahuètes. Ils ont ces chiffres. Le gouvernement a ces chiffres. Pourquoi ils ne donnent pas ces chiffres? Pourquoi ils les conservent pour eux? Pourquoi ils ne les livrent pas aux Français? Donc simplement, ce que j'ai demandé hier à l'Assemblée nationale, ce que je redemande aujourd'hui sur votre plateau, c'est qu'on ait la vérité des chiffres. Qu'on sache, que les auxiliaires de Villemoncoin sachent, que les ouvriers du bâtiment puissent savoir est-ce qu'ils vont avoir le droit, oui ou non, à ces 1 200 €. Le candidat que vous souteniez lors de la dernière campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, disait dans son programme présidentiel « Les retraités qui ont des annuités de cotisation complètes, nous n'en laisserons pas une inférieure au SMIC ». Donc il faisait bien la différence entre ceux qui ont travaillé sans interruption et ceux qui ont eu des carrières hachées ou un temps de travail partiel. Mais très bien qu'on fasse la différence, mais je vous redis que la promesse qui était du candidat Macron, c'était 1 200 € pour ceux qui ont eu... pour le deuxième tour, il n'y avait même pas de conditions. C'était 1 200 € pour tous les retraités. Donc vous voyez, il n'y avait même plus de conditions, il n'y avait pas de carrière complète. Et là, je le redis, sur les auxiliaires de vie, par exemple, l'injustice qu'il y a à avoir souffert de temps partiel pendant son existence et à se retrouver à la fin avec 900 €, 950 € au mieux de retraite. Donc là, comment on pourvoit ça? Eh bien, il faut un relèvement, par exemple, du minimum vieillesse. Bon. François Ruffin, vous me faisiez justement remarquer que le différentiel entre le brut et le net, il compte, même si il est peut-être peu important. Mais dans la réforme prévue par le gouvernement, ces augmentations qui concerneront jusqu'à 200 000 personnes selon le gouvernement, 25 €, 50 € pour certains, ça compte aussi ces revalorisations pour ceux qui vont partir à la retraite et pour ceux qui sont déjà à la retraite. C'est une aumône. C'est une aumône. 25 €, vous vous rendez compte de ce que c'est? Ça veut dire 2,5% d'augmentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est même pas à la hauteur de l'inflation cette année. Et il faudrait qu'on aille dire bravo au gouvernement qui nous présente ça comme un progrès, parce qu'il ne va même pas augmenter du niveau de l'inflation cette année. Non, je veux dire, on ne va pas passer une demi-heure sur ces sucreries, d'accord? C'est du gadget. Malheureusement, c'est du gadget. Si ça avait été 1 200 € clairement pour tous, ça n'aurait pas été du gadget. Maintenant, les Français ont compris. Vous voyez? Bon, moi, la difficulté qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les travailleurs qui vieillissent dans des métiers où la pénibilité est forte. Et elle est forte. Vous savez, il y a une étude qui vient de sortir et qui dit que pour un ouvrier du bâtiment sur 2, aujourd'hui, entre 50 et 64 ans, on n'est ni en emploi ni en retraite. Que c'est vrai pour une auxiliaire de vie sur 5, que c'est vrai pour une caissière sur 3. Vous voyez, ce sont des métiers où, de manière massive, on n'arrive pas à aller jusqu'à l'âge de la retraite, déjà quand c'est à 60 ans, 62 ans, mais 64 ans, ça va être encore pire. Par exemple, moi, j'aimerais bien avoir une discussion avec votre patron, avec M. Bouygues, pour savoir mais comment... Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Est-ce qu'il pense qu'un maçon, est-ce qu'il pense qu'un couvreur, est-ce qu'il pense qu'un zingueur, est-ce qu'il pense qu'un charpentier dans l'entreprise Bouygues, mais aussi dans les sous-traitants, va pouvoir aller facilement jusqu'à 64 ans? Vous savez, François Ruffin, que la pénibilité, l'usure professionnelle, c'est une notion finalement assez récente, qui date de 2010, avec la réforme des retraites, justement, qui définit ce cadre de la pénibilité. Monsieur Fleureau, je conteste. En 1984, par exemple, il y a déjà une mesure de la pénibilité. À cette époque-là, on demande, c'est le ministère du Travail, la DARES, qui demande aux salariés, est-ce que vous avez des contraintes physiques? Mais la retraite anticipée pour l'usure professionnelle, je vous dis, elle est finalement assez récente. Ça n'existait pas, je vous dis, ça existait dès 1984, parce que c'est important de savoir ça. Qu'est-ce qui apparaît en 1984 quand on interroge les salariés? Il apparaît que 12% des salariés disent qu'ils subissent une triple contrainte physique, c'est-à-dire porter des charges lourdes, se baisser régulièrement, enfin voilà. Et aujourd'hui, on peut se dire, après 40 ans de robotique, d'informatique, de numérique, tout ça va s'être allégé. À l'inverse, on est passé à 34%. Et il en est de même pour les contraintes psychiques. Quand on demande aux gens, est-ce qu'en 1984, ils devaient remplir leurs tâches dans l'heure, avoir plusieurs tâches à faire en même temps, et ainsi de suite, il y avait 6% des salariés qui subissaient une contrainte psychique à l'époque. Aujourd'hui, c'est 35%. C'est devenu, sur les contraintes physiques, plus de 63% chez les ouvriers. Si on ne comprend pas,
Si on ne comprend pas qu'aujourd'hui, la France qui se réveille, c'est la France qui manifeste, la France qui dit non, 7 Français sur 10 qui disent non à cette réforme, 9 salariés sur 10 qui disent non à cette réforme. Pourquoi? Parce que c'est une France qui se lève tôt, qui va au boulot et qui a mal au dos. Ce fonds de prévention de l'usure professionnelle qui est prévu dans le cadre de cette loi, Elisabeth Borne a parlé d'un fonds à hauteur de 1 milliard d'euros. Pour vous, c'est aussi gadget, cela ne sert à rien? Je vous dis, les statistiques, les voilà. Non, mais sur ce fonds, François Ruffin... Mais monsieur Fleureau... On parle de prévention de l'usure professionnelle. Vous me pouvez poser une question et vous avez l'air de ne pas supporter que j'apporte une réponse. Répondez-moi sur ce fonds, si c'est à la hauteur des enjeux. Une étude est rendue... Pour lutter contre la pénibilité. Exactement, mais m'interrompez pas quand je démarre ma réponse. Aujourd'hui, entre 50 et 64 ans, d'après une étude rendue, c'est un ouvrier du bâtiment sur 2 qui n'est ni en emploi ni en retraite chez les non qualifiés. C'est un salarié de l'industrie agroalimentaire sur 3. C'est un manutentionnaire sur 4. C'est un agent d'entretien sur 3. C'est une aide à domicile sur 5. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est absolument massif, qui est énorme. Qu'on ne prétende pas que c'est 1 milliard mis dans un fonds, un machin, qui va résoudre ce souci-là. Et le cœur du sujet, auquel le gouvernement ne doit pas échapper, dont on ne doit pas détourner par des quiproquos parlementaires, mais vous non plus, vous ne devez pas détourner par vos questions, c'est que tous ces gens-là, ils prennent 2 ans de plus. Et ça, on aura beau raconter tout ce qu'on veut, chercher à faire diversion, ça, les Français l'ont très bien compris. Et que, vous savez, quand je rencontre Gilbert, qui est carreleur, et qui est en train de poser du carrelage dans une maison en Ardèche au moment où je l'interroge, et qui me dit, mais bon sang, 64 ans pour moi, mais ça va être directement le cimetière. Je me suis fait opérer l'an dernier de la coiffe des rotateurs, j'ai des problèmes aux épaules, je le sens que c'est dur le matin, mais il est fou de nous imposer 2 ans de plus. Voilà le sujet qui doit rester au cœur du débat, c'est oui Ruffin, ou non à ces 2 ans de plus. Ce qu'on a appelé l'index senior, pour désigner ces entreprises, justement, qui mettent peut-être en pré-retraite forcée ou qui ne font pas suffisamment d'efforts pour prévenir l'usure professionnelle. Mais vous savez, moi, j'ai même pas envie... Ça ne va pas dans le bon sens. D'abord, c'est un index qui n'a rien il n'y a aucune sanction qui est liée à ça. Donc, on va tenir des comptes pour savoir combien de personnes dans telle entreprise vont... Ça peut peut-être faire l'objet d'amendements dans le cadre du débat parlementaire. L'index, vous savez, ça fait partie des amendements qu'on a supprimés, sur lesquels, de toute façon, on n'en a eu aucun qui est passé. Mais c'est pas le sujet. Là, j'ai même pas envie, vous voyez, de pointer individuellement les entreprises. Ce que je viens vous dire, c'est que ce sont des secteurs entiers où les gens sont à la peine. Ce sont ceux qu'on appelait les travailleurs de la deuxième ligne. C'est ceux à qui Emmanuel Macron avait promu reconnaissance et rémunération. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'ils ont eu ces 5 millions de travailleurs qui ont tenu le pays debout dans les industries agroalimentaires, chez les manutentionnaires, qui ont mis les produits dans les supermarchés, qui sont allés s'occuper des personnes âgées, qui sont aides-soignants? Est-ce que ces personnes-là ont eu le droit à la moindre rémunération, à la moindre reconnaissance? Non. Au contraire, la première peine, c'est qu'ils ont eu leurs salaires qui ont été rognés par l'inflation. Et la deuxième peine, laquelle on assiste, c'est que c'est eux qui vont porter le plus lourdement les 2 années supplémentaires. Il faut comprendre ça, cette immense injustice qui est ressentie par les gens, qui explique que tous les syndicats sont unis, qui explique qu'il y a des millions de Français qui disent non, et qui explique qu'il y a 93% des salariés qui vivent ça comme une injustice. Pourquoi? Parce que dans ce temps-ci, même, je vous dire, là, c'est une injustice sociale. Mais moi, je veux parler au nom de mon pays. Je veux parler au nom de mon pays. On a besoin d'une France au travail. On a besoin de redresser notre pays quand on voit que l'hôpital va mal, que l'école va mal, que le rail va mal, que les réacteurs nucléaires, pour un certain nombre, sont à l'arrêt, qu'on a une pénurie de médicaments. On a besoin de reconstruire notre pays. Ça demande du travail. Mais comment on va donner envie aux gens de travailler si jamais ils ne se sentent pas respectés? Or, aujourd'hui, ils ne se sentent pas respectés sur les salaires, parce que l'inflation est venue rogner tout ça alors qu'ils n'étaient déjà pas élevés. Ils ne se sentent pas respectés sur le statut parce qu'on leur propose des bouts de boulot et non pas de véritables métiers. Et enfin, ils ne se sentent pas reconnus quand on décale de 2 ans le temps de départ à la retraite. On va parler du partage de la valeur dans un instant. Tous ces travailleurs que j'ai énoncés ont besoin de reconnaissance. Vous savez, le mot bienveillance qui était celui d'Emmanuel Macron. On va parler, on aimerait François bien qu'il y ait de la bienveillance, pas seulement à l'égard totale, mais qu'il y ait de la bienveillance également à l'égard de tous ces salariés qui ont... Dans une seconde, on parle du partage de la valeur, justement parce qu'il y a eu un accord, où on est sur la voie d'un accord entre les représentants du patronat et des salariés, mais juste... Ce jeudi, une nouvelle journée de mobilisation, vous allez défiler, vous serez où? Moi, je serai à Paris, puisque les amendements, il y en a quand même encore quelques-uns à défendre, comme vous avez pu le noter. Mais maintenant, ce qu'il faut poser dans le débat, c'est le 7 mars.
C'est évident que c'est le 7 mars. On veut un pays à l'arrêt le 7 mars. Vous reprenez cette formule. C'est Laurent Berger qui dit ça et je pense qu'il faut un pays à l'arrêt pour arrêter Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron qui aujourd'hui fait du mal au travail, fait du mal aux travailleurs, fait du mal au pays, fait du mal à sa démocratie. Comprenne bien ce que vous souhaitez, un pays à l'arrêt le 7 mars et le 8 mars. On voit si, le 7 mars, un pays à l'arrêt. Le gouvernement répond à vos attentes. Évidemment, c'est vrai pour les transports, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour les écoles, c'est vrai dans plein de secteurs. Mais donc vous souhaitez des mouvements reconductibles. À LCI. Et après, je dis, moi, c'est aux travailleurs d'en décider chacun dans leur secteur. Je ne suis pas Laurent Berger, je ne suis pas Philippe Martinez, je ne suis pas cheminot, je ne suis pas énergéticien, mais en revanche, je pense qu'il doit y avoir une montée d'un cran. C'est demandé par tous les syndicats. Le 7 mars, c'est une montée d'un cran. C'est pas seulement des manifestations, c'est en effet un pays qui est à l'arrêt. Mais vous savez, je le regrette. Je le regrette qu'on doive en arriver là. Parce que les gens qui défilent dans la rue, ils ne demandent qu'une chose, c'est pouvoir soigner, pouvoir enseigner, pas avoir à perdre des journées de travail. Ils demandent à pouvoir être au travail. Mais quand on a un Emmanuel Macron et son gouvernement qui, tout seul, contre 9 salariés sur 10, 7 Français sur 10, malgré des millions de personnes dans la rue, poursuit sa réforme, il est évident que le blocage, c'est lui qui le produit. François Ruffin, hier, Bruno Le Maire a annoncé la poursuite du dispositif appelé indemnité carburant, prolongé jusqu'à la fin du mois de mars. Est-ce que vous vous dites, le gouvernement est à l'écoute de ceux qui travaillent pour que ceux qui puissent bénéficier de ces aides les demandent, ce qui n'est visiblement pas toujours le cas, puisque un Français sur deux ne l'a pas demandé ceux qui sont éligibles. Des aides, des primes, des ristournes. Moi, je viens pour dire les Français doivent vivre de leur travail. Donc du salaire. De leur travail présent, c'est le salaire, à indexer sur l'inflation. De leur travail passé, c'est la retraite. Mais vous savez, j'ai fait la liste là. On a eu la prime Macron, la prime d'activité, la prime aux hospitaliers, l'aide exceptionnelle pour les plus précaires, la prime Grenelle, l'indemnité inflation, le chèque énergie exceptionnel, la remise carburant, le chèque énergie exceptionnel à nouveau, l'indemnité carburant à nouveau. Je veux dire, c'est quoi ? Il faut faire l'aumône en permanence. C'est pas ça qu'attendent les gens. Je le dis, les gens veulent vivre de leur travail. Et enfin, est-ce normal que ça soit à l'État de payer pour ça quand on a Total qui fait 20 milliards d'euros de bénéfices? Là, que demandez-vous justement je demande à ces grandes entreprises, à Total en particulier, par exemple, de remettre la ristourne? Je ne demande pas à Total de remettre, je demande à l'État de faire remettre à Total. Je demande, ça doit pas être Total n'est pas encore une entreprise d'État. D'accord, mais il peut y avoir des impôts. Vous savez, j'ai cette phrase-là. Je ne comprends pas comment on peut accepter très longtemps que l'argent du contribuable, dans nos pays, soit utilisé à aider les ménages et qu'à côté de ça, il y a des gens qui s'enrichissent beaucoup en temps de guerre. Il y a déjà une taxe sur les super-profits des énergéticiens. Qui dit ça? C'est Emmanuel Macron qui disait ça. D'accord? C'est Emmanuel Macron qui disait « Je ne comprends pas du tout qu'on dit que ça soit l'argent des impôts qui aille comme ça aider les ménages tous azimuts, alors qu'on a des entreprises, c'est vrai de Total, mais ça peut être vrai de Engie, ça peut être vrai de la CMA, CGM. On comprend ce matin que vous ne souhaitez pas forcément cette ristourne à la pompe, mais plutôt une fiscalité accrue de ces grandes entreprises du secteur de l'énergie. Comment on peut comprendre que Total n'ait pas payé d'impôts sur les sociétés pendant 3 ans ? Il n'y a que M. Bruno Le Maire pour se faire l'avocat de Total dans ce cas-là. Comment on peut accepter que dans notre pays, les petits payent des gros impôts, que ça soit vrai pour les salariés, tous les salariés que je viens de dénoncer, ils payent un gros impôt qui est déjà la TVA, et que en revanche, on est Total, Sanofi et compagnie, qui eux soient exemptés de l'impôt sur les sociétés. C'est une injustice majeure, et il s'agit normalement l'État, il doit être là pour rééquilibrer les plateaux de la balance. Et on a au contraire un État qui, à la place de rééquilibrer la balance, va bien peser sur l'un pour relever l'autre. Donc je demande à l'État de retrouver son rôle. Son rôle, c'est de protéger les faibles contre les forts. Et c'est ce que vous redirez très certainement dans les prochaines heures, dans l'hémicycle, notamment en fin de journée. On rappelle, François Ruffin, votre livre « Le temps d'apprendre à vivre », qui est une réédition d'un manifeste que vous aviez écrit lors de la présentation de la première réforme des retraites du Parce que le temps des retraites, c'est un temps de bonheur. Pour les gens, c'est un temps de bonheur. C'est le temps de prendre des cours de Zumba, c'est le temps d'accompagner ses petits-enfants, par exemple. On a malheureusement, nous, plus trop de temps. C'est le temps de faire de la cuisine, c'est le temps de la météo. Tout ça, c'est le temps du bonheur. Merci François Ruffin d'être venu sur le plateau d'LCI. C'est le temps de la météo avec vous, Ange.